Aux funérailles de mon fils de 7 ans, mon frère a dit, peut-être que c'est la façon de Dieu de mettre fin aux mauvaises lignées. Les proches ont acquiescé. Ma sœur a ajouté, certains enfants sont mieux sans grandir. Puis le meilleur ami de mon fils décédé s'est levé et a dit, dois-je dire à tout le monde ce qu'oncle Mike a fait à Tommy avant qu'il ne meure? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le directeur des pompes funèbres venait d'inviter les gens à partager leurs souvenirs lorsque mon frère Mike se leva et ajusta la veste de son costume hors de prix. Je l'ai regardé se diriger vers le pupitre avec cette démarche assurée et familière qu'il avait perfectionnée au fil des années à conclure des ventes immobilières. Mon fils de 7 ans, Tommy, reposait dans un petit cercueil blanc recouvert d'autocollants de super-héros qu'il avait choisi lui-même 2 semaines avant de mourir, sachant exactement ce qui l'attendait. Tommy était un garçon spécial, commença Mike, sa voix empreinte de ce ton faussement compatissant qu'il utilisait avec ses clients. Mais parfois, Dieu reprend les enfants tôt pour une raison. Étant donné l'historique de difficultés de notre famille, c'est peut-être la manière pour Dieu de mettre fin à une mauvaise lignée. Les mots m'ont frappé comme une douche froide. J'ai senti mon père, Denny, s'agripper au banc si fort que ses jointures blanchirent. Mais le pire, c'était de voir plusieurs membres de la famille hocher la tête en signe d'approbation. Ma cousine Janet chuchota à son mari, il n'a pas tort. Ma tante Ruth s'épongea les yeux et tapota l'épaule de Mike lorsqu'il retourna à sa place, comme s'il venait de livrer une sagesse profonde au lieu de qualifier mon enfant décédé d'erreur génétique. Avant même que je puisse réaliser ce qui venait de se passer, ma sœur Vera se leva. Elle lissa sa robe noire de créateur, celle qu'elle avait probablement achetée spécialement pour l'occasion, et s'avança vers l'avant, le menton haut. Ce que Mike a dit peut paraître dur, mais il y a une part de vérité. Certains enfants sont mieux de ne pas grandir dans des foyers brisés. Tommy a tant souffert, non seulement du cancer, mais aussi des circonstances. C'est peut-être une bénédiction déguisée pour Nan, aussi. Maintenant, elle peut repartir à zéro, trouver un mari, avoir une vraie famille cette fois. Une vraie famille. Comme si Tommy et moi n'étions pas une vraie famille. Comme si la bataille de 2 ans de mon fils contre la leucémie était moins valide parce que son père était parti quand Tommy avait 2 ans. Le directeur des pompes funèbres semblait mal à l'aise, se déplaçant nerveusement près de la porte latérale comme s'il voulait intervenir sans savoir comment. C'est alors que j'ai entendu une petite voix venant du 3e rang. Est-ce que je devrais raconter à tout le monde ce qu'oncle Mike a fait à Tommy avant qu'il ne meure? Toutes les têtes dans le funérarium se tournèrent pour regarder Colin, le meilleur ami de Tommy, âgé de 8 ans. Il se tenait là, dans son petit costume noir, celui que sa mère s'était probablement dépêchée d'acheter la veille. Ses mains tremblaient, mais sa voix était claire. Ce petit garçon avec des taches de rousseur sur le nez et une dent de devant en moins se tenait devant une centaine d'adultes avec plus de courage que je n'en avais jamais vu. Le visage de Mike passa de l'assurance à une pâleur cendrée en quelques secondes. De quoi parle ce gamin? Il esquissa un rire forcé qui ne trompa personne. Tout le monde sait que les enfants inventent des histoires quand ils sont bouleversés. Ce garçon est confus. Je ne suis pas confus, dit Colin en s'avançant dans l'allée. Sa mère tendit la main vers lui, mais il s'écarta de son étreinte. Tommy m'a fait promettre. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose de grave, je devais dire la vérité sur oncle Mike. Il a dit que personne ne le croirait parce qu'il n'était qu'un enfant, mais que peut-être on me croirait à son enterrement. Un silence total s'abattit sur le funérarium. On pouvait entendre le vrombissement de la climatisation, le vibreur d'un téléphone dans un sac à main, le petit drapeau américain dehors claqué contre son main. Ma mère, Gloria, se leva brusquement de sa place, le visage rouge d'indignation. C'est absolument déplacé. Michael rendait visite à son neveu par amour et par inquiétude. Cet enfant est de toute évidence traumatisé et invente des histoires. Colin fouilla dans sa poche et en sortit un téléphone, le vieil iPhone de sa mère qu'elle lui avait donné pour les urgences. Tommy m'a dit de l'enregistrer. Il a dit qu'oncle Mike venait à l'hôpital quand madame Nadine n'était pas là, quand elle devait travailler ou rentrer à la maison pour prendre une douche. Il a dit qu'oncle Mike disait aux infirmières qu'il emmenait Tommy se promener à l'aire de jeu ou dans la salle de jeu, mais il n'y allait jamais. Où allait-il? M'entendis-je demander, ma voix semblant étrange et lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Dans la voiture d'oncle Mike, dans le parking souterrain. Tommy a dit qu'oncle Mike verrouillait les portes et lui disait des choses méchantes, des choses effrayantes. La voix de Colin vacilla, mais il continua. Il a dit qu'oncle Mike lui avait dit que madame n'en était une mauvaise mère, et que c'est pour ça que Dieu avait donné le cancer à Tommy.
Il a dit que si Tommy aimait vraiment sa mère, il arrêterait de se battre et mourrait tout de suite pour qu'elle puisse toucher l'argent de l'assurance vie et recommencer avec un meilleur enfant qui aurait un père. Un tumulte s'éleva dans le funérarium. Des gens altèrent. Certains commencèrent à rassembler leurs affaires pour partir. D'autres serrèrent leurs enfants contre eux, mais Colin resta là, âgé de 8 ans et tremblant, tenant ce téléphone comme si c'était un bouclier, prêt à faire jouer la preuve qui briserait notre famille pour toujours. Ce matin-là avait commencé comme tous les matins depuis la mort de Tommy 5 jours plus tôt. Je m'étais réveillé à 3 heures du matin dans son lit, entouré de ses peluches et de la faible odeur du shampoing à la pastèque qu'il adorait. La maison semblait vide sans le bruit de son appareil à oxygène, sans le doux bip de son minuteur de médicaments, sans sa voix criant « Maman, tu peux t'allonger avec moi ?» au milieu de la nuit. Je m'étais forcé à me lever et à prendre une douche. La robe noire que j'avais achetée était accrochée à la porte de la salle de bain, avec encore ses étiquettes. Je n'avais jamais pensé à ce qu'une mère porte pour enterrer son fils de 7 ans. Tommy l'aurait détesté. Il disait toujours que j'étais la plus jolie dans ma robe d'été jaune, celle que je portais à sa dernière fête d'anniversaire à l'hôpital, où nous avions convaincu les infirmières de nous laisser avoir un vrai gâteau au lieu d'un gâteau sans sucre. Mon père, Denny, était déjà dans la cuisine quand je suis descendu. Il était resté avec nous pendant le dernier mois du traitement de Tommy, dormant sur notre canapé inconfortable sans jamais se plaindre. Ce matin-là, il paraissait plus vieux que ses 60 ans, les épaules voûtées par un chagrin qui égalait le mien. « J'ai fait du café », dit-il doucement en faisant glisser une tasse sur le comptoir. « Et j'ai appelé le funérarium. Tout est prêt. » Denny avait été notre rock à travers toutes les épreuves. Quand le père de Tommy est parti il y a 5 ans, prétendant qu'il n'était pas prêt pour un enfant malade, Denny a pris le relais. Il a appris le nom de chaque médicament, chaque protocole de traitement, chaque super-héros que Tommy aimait. Tandis que ma mère Gloria critiquait mes choix parentaux et que Mike me faisait la morale sur la responsabilité financière, Denny passait des heures à jouer aux cartes avec Tommy pendant la chimio, inventant des histoires de braves chevaliers chauves comme Tommy, transformant chaque visite à l'hôpital en une aventure. « Est-ce que Mike vient ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. « Ta mère dit que toute la famille sera là. » La mâchoire de Denny se contracta. J'ai essayé de lui parler de faire les choses simplement, avec respect, mais tu sais comment elle est quand Mike est impliqué. Je savais exactement comment elle était. Mike avait été l'enfant prodige depuis sa naissance. Premier fils, diplômé de Harvard, magnate de l'immobilier à succès avec une femme trophée et une maison qui avait fait la couverture des magazines d'architecture. Il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de Gloria. Même lorsqu'il m'avait dit que le cancer de Tommy était probablement causé par mes choix de vie de mère célibataire, elle l'avait défendu, disant qu'il s'inquiétait juste de la réputation de la famille. Ma sœur Vera n'était pas mieux. Elle essayait d'avoir des enfants avec son mari Roger depuis 8 ans, dépensant des milliers de dollars en traitement de fertilité. Quand je suis tombée enceinte de Tommy à 25 ans, non mariée et encore à l'université, elle ne me l'a jamais pardonné. Chaque réunion de famille devenait un champ de bataille passif-agressif. « Ça doit être bien », disait-elle en regardant Tommy jouer. « De tomber enceinte si facilement alors que tu n'essayais même pas. » La sonnette retentit à 8 heures. Colin se tenait là avec sa mère, Patricia. Tous deux vêtus sobrement. Colin serrait une petite figurine dans sa main, un Batman que Tommy et lui s'échangeaient depuis leur rencontre à la maternelle. Ils étaient devenus instantanément les meilleurs amis, liés par les super-héros et un amour partagé pour les dinosaures. Même quand Tommy est tombé malade et a manqué des mois d'école, Colin venait lui rendre visite chaque week-end, apportant les devoirs et des histoires de leur classe. « Madame non » dit Colin, sa voix petite mais déterminée. « J'ai apporté ça pour Tommy. » On avait un accord. Celui qui avait Batman pouvait faire un vœu. C'est au tour de Tommy de l'avoir. Patricia m'a doucement étreinte. Colin a quelque chose à te dire, mais il a insisté pour attendre la cérémonie. Il dit que Tommy lui a fait promettre quelque chose. J'ai essayé de lui faire dire, mais il ne veut pas céder. Je me suis agenouillé au niveau de Colin. Ses yeux étaient rougis, mais animés d'une détermination que je ne comprenais pas encore. Quoi que Tommy t'ait demandé de faire, mon chéri, tu n'es pas obligé si c'est trop difficile. J'ai promis, dit simplement Colin. Tommy a dit que les promesses entre amis sont sacrées, surtout les dernières promesses. Le parking du funérarium se remplissait déjà à notre arrivée. J'ai vu les camps habituels et divisés de ma famille. La BMW de Mike garée bien en vue près de l'entrée. Les voitures de Gloria et Vera regroupées à proximité. Puis les autres, les professeurs de Tommy, ses infirmières du service d'oncologie pédiatrique,
les parents d'autres enfants que nous avions rencontrés pendant le traitement. Les amis de Denny de son groupe de vétérans qui avaient adopté Tommy comme un petit-fils honoraire. Le directeur des pompes funèbres, M. Morrison, nous a accueillis à la porte. Tout est arrangé comme demandé, dit-il doucement. Tommy a l'air paisible. Les épinglettes de super-héros que vous avez apportées sont sur son revers, comme vous l'avez demandé. Je suis entré dans cette pièce pleine de fleurs et de cartes de condoléances, sans savoir que moins d'une heure plus tard, la façade soigneusement entretenue de notre famille volerait en éclats, et qu'un garçon de 8 ans exposerait le mal qui se cachait derrière des costumes coûteux et la loyauté familiale. La cérémonie a commencé magnifiquement, exactement comme Tommy l'aurait voulu. Le pasteur Williams a parlé du courage incroyable de Tommy, de la façon dont il avait insisté pour porter sa cape de Superman aux séances de chimio pour donner de la force aux plus jeunes. Il a raconté l'histoire de Tommy faisant don de toute sa tirelire, 43,17 $, pour acheter des jouets pour les enfants qui n'avaient pas de visiteurs à l'hôpital. Plusieurs personnes ont essuyé des larmes, et j'ai ressenti un moment de paix en sachant qu'on se souvenait de la gentillesse de Tommy. Puis vint le moment des éloges funèbres ouverts, où la famille et les amis pouvaient partager leurs souvenirs. J'aurais dû savoir que Mike saisirait l'occasion de tout ramener à lui. Il se leva le premier, redressant son costume à 1 000 $ et s'éclaircissant la gorge comme il le faisait avant les présentations professionnelles importantes. Tommy était en effet un garçon spécial, commença-t-il de sa voix professionnelle, celle qui avait vendu des millions en immobilier. Mais je pense que nous devons être honnêtes sur la réalité de ce genre de situation. Parfois, Dieu reprend les enfants tôt pour une raison. Étant donné l'historique de difficultés de notre famille, les foyers brisés, les mauvais choix, c'est peut-être la manière pour Dieu de mettre fin à une mauvaise lignée. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme du poison. J'ai entendu des inspirations brusques de la part des professeurs de Tommy. Madame Henderson, qui avait donné des cours particuliers gratuits à Tommy quand il avait pris du retard, se leva même pour partir avant que son mari ne la retienne. Mais ce qui m'a anéanti, c'est de voir mes proches réagir avec approbation. Tante Ruth hocha la tête d'un air sage. Mon cousin Derek murmura, dur mais vrai, à sa femme. Oncle Karl, le frère de ma mère, dit même « Amen », comme si Mike venait de prononcer un sermon au lieu de qualifier mon fils mort d'impasse génétique. Gloria s'épongea les yeux avec un mouchoir, tendant la main pour serrer celle de Mike à son retour. « C'est si courageux de ta part de dire ce que tout le monde pense », chuchota-t-elle assez fort pour que toute notre rangée l'entende. Avant que je puisse trouver ma voix, avant que Denny ne puisse agir sur la fureur que je voyais monter sur son visage, Vera se leva. Elle se dirigea vers le pupitre avec l'assurance de quelqu'un qui avait répété son discours, lissant sa robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que les médicaments mensuels de Tommy. Ce que Mike a dit peut paraître dur pour certains, commença-t-elle, sa voix dégoulinante de fausse compassion, mais il y a une vérité dans les paroles difficiles. Certains enfants sont mieux de ne pas grandir dans des foyers brisés sans père, à regarder leur mère lutter, sachant qu'ils sont un fardeau. Tommy a tant souffert ces 2 dernières années. Pas seulement du cancer, mais des circonstances, du stress financier constant, de l'absence d'un modèle masculin, du chaos d'un foyer monoparental. Elle fit une pause, me regardant directement avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié ou du mépris. C'est peut-être en fait une bénédiction déguisée pour Nadine aussi. Maintenant, elle peut repartir à zéro. Trouver un mari d'abord cette fois. Avoir une vraie famille. Faire les choses dans le bon ordre, l'ordre de Dieu. Mes mains tremblaient si violemment que je dus les joindre. Tommy avait été mon monde entier. Ma raison de me battre, de cumuler 2 emplois, d'apprendre chaque terme médical et option de traitement. Et voilà ma sœur à son enterrement, qualifiant sa mort de bouton de réinitialisation pratique pour ma vie. Ça suffit, commença à dire Denny en se levant de son siège. Mais Gloria le tira vers le bas. Laisse les gens dire leur vérité, Denny, siffla-t-elle. Tout le monde n'a pas à prétendre que ce n'était pas une situation difficile. C'est alors que Colin se leva. Il était assis 3 rangs derrière avec sa mère. Et quand il se leva, son petit corps tremblant dans son costume noir emprunté, toute la salle se tourna pour le regarder. Est-ce que je devrais raconter à tout le monde ce qu'oncle Mike a fait à Tommy avant qu'il ne meure? La question trancha la pièce comme une lame. L'expression confiante de Mike s'effondra instantanément, son visage se vidant de sa couleur si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. « De quoi parle ce gamin ?» articula-t-il dans un rire qui sonnait plus comme un étouffement. Tout le monde sait que les enfants inventent des histoires quand ils sont en deuil. Ce garçon est manifestement confus, submergé par la perte de son ami. « Je ne suis pas confus, dit Colin,
s'avançant dans l'allée malgré la tentative de sa mère de le retenir. Tommy m'a fait promettre. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose de grave, s'il ne s'en sortait pas, je devais dire à tout le monde la vérité sur oncle Mike. C'est ridicule, s'emporta Gloria en se levant brusquement. Michael rendait visite à son neveu mourant par amour et par inquiétude. Cet enfant est de toute évidence traumatisé et crée des fantasmes. Que quelqu'un l'éloigne. Mais Colin resta ferme, sa silhouette de 8 ans tremblante mais déterminée. Tommy a dit que personne ne le croirait parce qu'il n'était qu'un enfant malade. Mais il a dit que peut-être on me croirait à son enterrement quand je leur parlerai des enregistrements. Le mot « enregistrement » fit trébucher Mike en arrière dans son banc. Et soudain, tout ce qui concernait le dernier mois de Tommy prit un sens terrible et horrifiant. Mon sang se glaça alors que je regardais le visage de Mike passer par la panique, la colère et un sang-froid forcé. Colin se tenait dans cette allée comme un petit guerrier, serrant le vieil iPhone de sa mère dans une main et la figurine de Batman dans l'autre. Tout le funérarium retenait son souffle, attendant la suite. « Colin », dis-je en me levant lentement, ma voix étonnamment stable malgré la tempête qui grondait en moi. « Qu'est-ce que Tommy t'a dit à propos d'oncle Mike ?» Patricia, la mère de Colin, tenta d'intervenir. « Ce n'est peut-être pas le bon moment ni le bon endroit pour cette conversation. Nous devrions parler en privé après la cérémonie. » « Non », dit fermement Colin avec plus d'autorité que n'importe quel enfant de 8 ans ne devrait en posséder. Tommy a dit que ça devait être ici, devant tout le monde, pour qu'il ne puisse pas prétendre que ça n'est pas arrivé. Il a dit qu'oncle Mike était trop doué pour faire croire aux gens des mensonges en privé. Gloria se leva, le visage rouge d'indignation. « C'est absolument déplacé. Comment osez-vous laisser votre enfant perturber les funérailles de mon petit-fils avec ses fantasmes ? Michael n'a été que d'un grand soutien pendant la maladie de Tommy. » Un soutien, parla enfin Denny, sa voix basse et dangereuse. C'est comme ça que tu appelles le fait de venir à l'hôpital seulement quand on n'était pas là ? Mike tenta de reprendre le contrôle. Je venais quand je pouvais. Mon emploi du temps est chargé. Nadine le sait. Je venais quand elle avait besoin de se reposer ou de s'occuper d'autres responsabilités. J'aidais. Colin secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Tommy tenait un carnet. Il notait chaque fois que tu venais. Tu appelais toujours le poste des infirmières d'abord pour t'assurer que Madame Nadine était partie. Tu leur disais que tu emmenais Tommy se promener pour aider sa circulation, à l'aire de jeu ou à la salle de jeu, mais tu ne l'emmenais jamais. Où allait-il ? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sût déjà que la réponse briserait quelque chose en moi pour toujours. Dans la voiture d'oncle Mike, dans le parking souterrain, dit Colin. Tommy a dit qu'oncle Mike verrouillait les portes et le forçait à écouter des choses méchantes. Il a dit qu'oncle Mike lui avait dit que Madame Nadine était une mauvaise mère et que c'est pour ça que Dieu avait donné le cancer à Tommy, en punition. Il a dit que Tommy était égoïste de se battre pour rester en vie parce que les traitements coûtaient trop cher et que Madame Nadine allait perdre sa maison. Des halètements résonnèrent dans le funérarium. Des parents commencèrent à faire sortir leurs enfants. Certains des associés de Mike se dirigèrent vers les sorties, ne voulant manifestement pas être associés à ce qui se passait. Ce garçon ment, dit Mike, mais sa voix se cassa. C'est le chagrin qui parle. Les enfants ne comprennent pas les conversations d'adultes sur les questions pratiques. Colin leva le téléphone. Tommy m'a demandé de t'enregistrer. Il a dit, personne ne croit les enfants, mais ils ne peuvent pas contester une preuve. Il me regarda avec ses yeux sincères. Il te protégeait, madame non. Il ne voulait pas que tu saches à quel point oncle Mike était méchant parce que tu avais déjà tellement de soucis. Fais-le jouer, dis-je. Gloria tenta de l'arrêter. C'est un enterrement, pas un tribunal. Ayez un peu de respect pour les morts. Tommy est mort, ai-je crié, me surprenant par la force de ma voix. Mon bébé est mort, et s'il voulait que cette vérité soit dite à son enterrement, alors, bon sang, nous allons l'entendre. Fais-le jouer, Colin. Colin appuya sur lecture. La première chose que nous avons entendue fut la respiration laborieuse de Tommy. Ce râle qui était devenu si familier au cours de ces dernières semaines. Puis la voix de Mike, claire et froide. Tu dois comprendre quelque chose, Tommy. Ta mère ne peut pas se permettre ces traitements. Elle a déjà contracté 3 prêts. La maison va être saisie. Tu as 7 ans, assez grand pour comprendre que parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser partir. La petite voix de Tommy répondit. Maman dit que nous sommes des battants. Elle dit que tant que nous sommes ensemble, nous pouvons tout surmonter. Le rire de Mike fut sec et cruel.
Ta mère te ment parce qu'elle est trop faible pour affronter la réalité. Les médecins savent déjà que tu ne t'en sortiras pas. Je les ai entendus parler. Il te reste peut-être un mois. Chaque jour que tu t'accroches est un jour de dette en plus. Un jour de plus à regarder ta mère détruire sa vie pour une cause perdue. Je ne suis pas une cause perdue, protesta faiblement Tommy. Si, tu le sais. Ton père le savait. C'est pour ça qu'il est parti. Il a vu ce qui allait arriver et s'est sauvé tant qu'il le pouvait. Homme intelligent. Ta mère aurait dû faire la même chose. Te donner à l'adoption quand le diagnostic est tombé. Mais elle est trop fière, trop orgueilleuse pour admettre qu'elle ne peut pas gérer ça. L'enregistrement continuait, mais je ne pouvais plus rester immobile. Je me suis dirigé vers Mike, chaque pas délibéré, les yeux fixés sur lui. Tu as torturé mon fils mourant. Tu es allé à l'hôpital pour torturer psychologiquement un enfant de 7 ans qui luttait contre le cancer. Mike recula, bousculant des gens dans son mouvement. J'étais réaliste. Quelqu'un devait le préparer à l'inévitable. Tu lui remplissais la tête de faux espoirs. La rage qui s'était accumulée en moi depuis 5 jours, peut-être depuis des années, trouva enfin sa voix. Il y en a d'autres, dit Colin, sa petite voix tranchant dans le chaos qui avait éclaté après le premier enregistrement. Il fit glisser son doigt vers un autre fichier sur le téléphone. Celui-ci date de la semaine dernière, 3 jours avant la mort de Tommy. Le funérarium redevint silencieux. Même ceux qui se dirigeaient vers la sortie s'arrêtèrent, attirés par le magnétisme horrible de la tragédie qui se déroulait. Colin appuya sur lecture, et la voix de Mike emplit à nouveau la pièce. Mais cette fois, elle était encore plus vicieuse, plus calculée. Écoute-moi, Tommy. Ta mère est en réunion avec l'assistante sociale en ce moment même, à mendier plus d'aide financière. Elle s'humilie et humilie toute notre famille. Sais-tu ce que les gens disent de nous au country club? Ils nous appellent la famille avec le cas social. C'est toi, ça, Tommy. Tu es le cas social. La voix de Tommy n'était qu'un murmure, si faible que je dus couvrir ma bouche pour étouffer un sanglot. S'il te plaît, arrête, oncle Mike. Je veux retourner dans ma chambre. Pas avant que tu comprennes ce que tu fais à tout le monde. Ta grand-mère, Gloria, pleure tous les soirs, non pas parce que tu es malade, mais parce qu'elle sait que tu détruis l'avenir de ta mère. Qui voudra épouser une femme avec des centaines de milliers de dettes médicales? Qui lui donnera un emploi alors qu'elle a tant manqué le travail? Tu as 7 ans, Tommy. Assez grand pour faire le bon choix. Quel choix? Demanda Tommy. Arrête de prendre les médicaments. Arrête de te battre. Les médecins disent que tu souffres. Pourquoi faire souffrir tout le monde aussi? Si tu aimais vraiment ta mère, tu laisserais tomber. Elle pourrait utiliser l'argent de ton assurance vie pour recommencer. Peut-être avoir un enfant en bonne santé avec un vrai père cette fois, pas un autre bâtard qui finira probablement malade aussi. L'enregistrement capta le son de Tommy en pleurs, puis l'agitation soudaine des infirmières entrant dans la chambre, demandant ce qui n'allait pas, Mike inventant des excuses sur des adieux émouvants, puis le silence. Je suis resté figé pendant que Colin posait le téléphone. La dernière chose que Tommy m'a dite, c'est qu'oncle Mike avait tort. Il a dit que sa maman l'aimait plus que toutes les étoiles dans le ciel, et c'est pour ça qu'il devait continuer à se battre. Mais il a aussi dit que s'il ne pouvait plus se battre, quelqu'un devait empêcher oncle Mike de faire du mal à d'autres enfants. Le barrage a finalement cédé. J'ai bondi sur Mike avec chaque once de force que mon corps épuisé par le chagrin pouvait rassembler. Ma main a heurté son visage dans une gifle qui a résonné dans le funérarium comme un coup de feu. Espèce de monstre. Tu as dit à mon bébé de mourir. Tu es allé voir un enfant mourant et tu lui as dit d'abandonner. Mike recula en titubant, se tenant le visage. Tu m'as agressé. Tout le monde l'a vu. Je vais porter plainte. Je vais te poursuivre pour tout ce que tu as. Me poursuivre pourquoi? Ai-je hurlé. Les dettes médicales? La maison qui est déjà en cours de saisie? La voiture que j'ai vendue pour payer le dernier traitement de Tommy? Tu m'as déjà tout pris quand tu as convaincu mon fils qu'il valait mieux qu'il soit mort. Gloria se précipita à la défense de Mike. Il était pragmatique. Quelqu'un devait préparer le garçon à la réalité. Tu remplissais la tête de Tommy de fantasmes sur le fait de vaincre le cancer alors que les médecins disaient qu'il n'y avait que 10% de chance. 10%. Je me suis retourné vers ma mère. 10%, c'était encore une chance. Des enfants ont battu des pronostics pires. Mais comment pouvait-il se battre quand son propre oncle lui rendait visite pour lui dire d'abandonner? Denny s'avança, sa voix tonnant avec une autorité militaire. Assez, Gloria. Tu as encouragé ce monstre.
Tu savais ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Tu savais pourquoi il rendait visite à Tommy seul. Le silence de Gloria était accablant. Tu savais, continua Denny, la voix brisée. Tu savais que ton fils tourmentait un enfant mourant, et tu as laissé faire parce que tu étais d'accord avec lui. Tu pensais aussi que Tommy valait mieux mort. Vera tenta d'intervenir. Papa, ce n'est pas juste. Nous savions tous que la situation était désespérée. Mike essayait juste d'épargner à tout le monde plus de douleur. En disant à un enfant de 7 ans qu'il était un fardeau sans valeur? Intervint Patricia, la mère de Colin, pour la première fois, sa voix tremblante de rage. Quelle sorte de famille êtes-vous? Le directeur des pompes funèbres, M. Morrison, intervint enfin. Je vais devoir demander à tout le monde de se calmer ou de partir. Ceci reste une cérémonie funéraire. Oui, en effet, dit fermement Denny. Ce sont les funérailles de mon petit-fils. Et tous ceux qui pensent que sa mort était une bénédiction, tous ceux qui ont hoché la tête quand Mike l'a traité d'erreur, tous ceux qui croient qu'un enfant malade est mieux mort qu'aimé et combattant, sortez maintenant. La salle s'agita. Mike sortit en trombe, suivi par Gloria et Vera, ainsi qu'au moins 15 autres parents. Mike cria par-dessus son épaule des menaces de poursuites judiciaires et de diffamation, de garde des futurs enfants, de détruire complètement ma vie. Colin se dirigea vers le cercueil de Tommy et plaça doucement la figurine de Batman à l'intérieur, à côté des petites mains de Tommy. J'ai tenu ma promesse, Tommy, comme tu l'as demandé. Le méchant Tom ne peut plus faire de mal à personne maintenant. Le funérarium sembla paisible après le départ de Mike et de ses partisans. Seule une trentaine de personnes restaient, mais c'était celle qui aimait vraiment Tommy. Son infirmière préférée, Sandra, se leva et raconta comment Tommy donnait en cachette des bonbons aux autres enfants du service quand les infirmières ne regardaient pas. Son professeur, Madame Henderson, lut une histoire que Tommy avait écrite sur un super-héros dont le pouvoir était de faire rire les enfants malades. La mère de Colin, Patricia, organisa une réunion impromptue chez elle par la suite, où les gens partagèrent de vrais souvenirs de Tommy, pas des éloges empoisonnés sur des morts opportunes. Ce soir-là, j'étais assise dans la chambre de Tommy, toujours incapable de digérer tout ce qui s'était passé. Denny frappa et entra, portant une boîte en carton qui semblait avoir été cachée pendant des mois. « Je dois te montrer quelque chose », dit-il en s'asseyant sur le lit en forme de voiture de course de Tommy. « Je documente tout depuis que je soupçonne que quelque chose n'allait pas. » Il sortit une tablette et me montra des fichiers d'enregistrement les uns après les autres. J'ai installé une petite caméra dans la chambre d'hôpital de Tommy il y a 3 mois. Gloria ne le sait pas. Je pensais que Mike disait des choses déplacées sur les factures médicales, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était aussi grave. J'ai regardé une vidéo horodatée d'il y a 6 semaines. Mike disait à Tommy que sa maladie était une punition pour être né hors mariage, que Dieu n'aime pas les enfants dont les parents n'étaient pas mariés. Tommy pleurait, disant qu'il était désolé d'avoir été méchant, promettant d'être meilleur si seulement Dieu faisait cesser la douleur. J'ai dû courir aux toilettes pour vomir. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» ai-je demandé quand j'ai pu à nouveau parler. Les yeux de Denny s'emplirent de larmes. Je constituais un dossier. Je voulais obtenir une ordonnance restrictive, mais il me fallait plus de preuves. Je pensais que nous avions le temps. Je pensais que Tommy s'en sortirait et qu'ensuite nous nous occuperions de Mike. Je vous ai laissé tomber tous les deux en attendant. Nous avons passé les 3 jours suivants avec des avocats. Les enregistrements étaient plus que suffisants pour une affaire pénale. Mike fut inculpé de maltraitance d'enfants et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. L'histoire a fait les gros titres locaux, puis nationaux. Un magnate de l'immobilier accusé de torture psychologique sur son neveu mourant est devenu un titre qui a détruit la réputation soigneusement bâtie de Mike. Il a perdu sa licence immobilière en 1 mois. Sa femme a demandé le divorce en 2. Gloria et Vera ont choisi de soutenir Mike, affirmant que les enregistrements étaient sortis de leur contexte, que nous détruisions la famille pour des malentendus. Elles nous ont complètement exclus de leur vie, Denny et moi, ce qui ressemblait plus à une bénédiction qu'à une punition. Denny a officiellement divorcé de Gloria après 40 ans de mariage, disant qu'il ne pouvait pas passer un jour de plus avec quelqu'un qui excuserait la torture d'un enfant. Mais de cette obscurité est née une lumière inattendue. L'hôpital où Tommy a été traité a créé le « protocole Tommy », un nouveau système pour surveiller et restreindre l'accès des visiteurs aux patients pédiatriques vulnérables. Aucun adulte ne pouvait rendre visite à un enfant patient seul sans le consentement parental, et toutes les visites devaient être consignées. La famille de Colin est devenue notre famille de cœur. Patricia et son mari m'ont incluse dans chaque fête, chaque célébration, s'assurant que je ne me sente jamais seule.
6 mois après les funérailles, en emballant les affaires de Tommy pour les donner, j'ai trouvé une lettre cachée dans son livre préféré de Captain America. Mes mains tremblaient en lisant son écriture soignée. Chère maman, si tu lis ceci, je suis probablement au paradis avec les anges. Oncle Mike n'arrête pas de me dire que je devrais mourir, mais je sais qu'il a tort. Tu m'as dit que j'étais courageux et fort et aimé. Oncle Mike dit des choses méchantes, mais toi, tu dis des choses vraies. J'ai parlé de Oncle Mike à Colin parce que je ne veux pas qu'il fasse du mal à d'autres enfants malades. Colin a promis de tout raconter à tout le monde si je vais au paradis. S'il te plaît, ne sois pas triste pour toujours, maman. Tu es la meilleure maman de tout l'univers. Tu te souviens quand on a fait des pancakes qui ressemblaient à des dinosaures et que tu m'as laissé les manger pour le dîner? C'était le meilleur jour. Tu te souviens quand tu as dormi sur la chaise de l'hôpital pendant 20 jours quand j'étais très malade? Tu ne m'as jamais quitté. Oncle Mike a tort sur tout. Ton amour pour moi est parfait. J'espère que tu auras une nouvelle maison sans les mauvais souvenirs. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aime comme tu m'as aimé. J'espère que tu auras d'autres enfants et que tu leur parleras de leur courageux grand frère Tommy. Ne laisse pas Oncle Mike s'approcher d'eux. Je t'aime jusqu'à la lune, et même plus loin, en faisant 2 fois le tour des étoiles et des planètes, pour toujours. Ton garçon courageux, Tommy. PS, dis à Colin qu'il peut garder Batman finalement. Les super-héros doivent rester unis. La lettre m'a brisé et guéri à la fois. Mon fils de 7 ans avait passé ces dernières semaines à me protéger tout en luttant pour sa vie, élaborant des plans d'urgence avec son meilleur ami de 8 ans pour démasquer un prédateur. Il avait plus de courage et de sagesse que des adultes 3 fois son âge. Tommy m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, d'ADN ou de nom de famille. C'est une question de qui se présente avec amour au lieu de jugement. Qui apporte du réconfort au lieu de la cruauté. Qui se bat à vos côtés au lieu de se battre contre vous. Les funérailles censées enterrer mon fils ont fini par enterrer les mensonges avec lesquels notre famille avait vécu pendant des décennies. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans notre histoire, vous comprenez probablement que parfois, les personnes les plus toxiques de nos vies partagent notre ADN. Ne laissez personne, surtout pas votre famille, éteindre votre lumière ou celle de votre enfant avec leur obscurité. Le courage de Tommy en documentant les abus de son oncle a sauvé d'autres enfants de tortures similaires. Son histoire a changé les politiques hospitalières et a ouvert des conversations sur la maltraitance familiale qui devaient désespérément avoir lieu. Veuillez partager cette vidéo avec toute personne qui a besoin d'entendre qu'il est acceptable de couper les ponts avec les membres toxiques de sa famille, que la protection de vos enfants est plus importante que le maintien de la paix, et que parfois les plus petites voix révèlent les plus grandes vérités. Dites-nous dans les commentaires si vous avez dû faire des choix difficiles similaires avec des membres de votre famille. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de protéger ses propres enfants. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne où nous partageons de véritables histoires de survie, d'espoir et de courage de se dresser contre ceux qui feraient du mal aux innocents, même lorsque ces personnes sont censées nous aimer et nous protéger. L'héritage de Tommy perdure dans chaque enfant protégé par le protocole Tommy. Dans chaque parent qui trouve la force de dire non à la violence familiale, et dans la certitude que même un garçon de 7 ans peut changer le monde en refusant de laisser entrer le mal.